limite, ligne entre l'humain et l'inhumain à travers la figure du monstre et du concept de la monstruosité. L'hypothèse de départ, c'était de voir le monstre et la monstruosité non pas comme un écart norme ou comme quelque chose ayant une essence, mais comme un espace flottant entre l'humain et ce qui ne l'est pas, une bordure où l'humain se déhumanise et l'inhumain se humanise. Et notre démarche était double. D'un côté, on a essayé de faire un parcours historique. On a évoqué des figures des monstres de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la modernité. On s'est arrêté à la modernité. On n'a pas, puisqu'il y avait beaucoup d'ateliers qui traitaient des monstres postmodernes, on s'est arrêté à la modernité. Pendant la première séance, on a commencé par, bien sûr, le langage, et on a exploré les pistes qu'offre la définition du dictionnaire du Littré des 12 significations du monstre, et on a essayé de déployer les différentes nuances du terme et de délimiter le champ du concept de monstre. Notre but n'était pas de faire une typologie. Donc, le but de la première séance était de poser les jalons pour une histoire du concept, et on a abouti à une conclusion provisoire, bien sûr, que les monstres constituaient pour nous, c'était opératoire pour nous cette définition, un discours polysémique qui, par la multiplicité de sens, sollicite toujours les limites de l'humanité. La deuxième séance portait sur le Moyen-Âge, mais avant de passer au Moyen-Âge, je passe la parole aux spécialistes de l'Antiquité. L'histoire, dit-on, émerge via l'apparition de l'écriture. Enfin, l'humanité peut narrer la suite des événements qui l'ont vu naître. Les récits mythiques de la civilisation sumério-akkadienne témoignent d'un phénomène essentiel, quasi concomitant, à sa maîtrise du langage écrit, sa sédentarisation. Phénomène qui engendrera son administration en empire, ainsi que les dichotomies entre dedans et dehors, civilisé et barbare, cosmos et chaos, comme en témoigne la narration des exploits de la lignée des rois guerriers face aux tribus annexées, du héros face au monstre. Ainsi l'on peut dire, du topos naît le nomos, et même du lieu commun naîtra le monstre. De la sorte, la quasi-totalité des naissances atteintes de malformations témoignent des présages les plus néfastes, aussi bien chez les Grecs que chez les Romains. Ceci s'expliquant par l'importance accordée aussi bien au lien entre les notions de bien et de beau qu'aux idées de filiation, de postérité et d'atavisme, c'est-à-dire le fait de ressembler à ses parents. Ce ne sont pas les hommes qui engendrent, mais la société, en l'occurrence la patrie. En conséquence, dans ces sociétés patriarcales, le tout premier écart est, à la naissance, une femelle au lieu d'un mâle. Citation d'Aristote. Dans les ouvrages de Tite-Live et de Julius Obséquant, qui ont répertorié les cas de prodiges durant l'Antiquité, tous les cas d'êtres humains hermaphrodites sont systématiquement mis à mort, le plus souvent jetés à la mer, car ils indiquaient aux hommes l'impossibilité de se reproduire selon les schémas immémoriaux. Mais dans l'Antiquité, et plus précisément durant l'avènement des premières démocraties, le pire monstre que puisse engendrer le corps social, c'est la guerre civile, dont la tyrannie constituera, comme dans le cas de Cicéron contre Marc-Antoine, la principale monstruosité. Merci. Les problématiques autour desquelles la discussion s'est faite sont le problème du lien entre le monstre et la société dans l'Antiquité, à travers la figure de la Gorgone,
Et cela nous a mené vers la problématique du visage lévinassienne, le problème de la monstruosité et de relation de la monstruosité à la mort, jusqu'au Derrida. On a essayé d'explorer la relation entre le récit et le monstre à travers le concept de la fonction fabulatrice de Bergson, pour aboutir à la problématique de l'autre, le rapport entre le monstre et l'objet en général, et on a essayé de d'écrire ou bien de problématiser les fondements sociaux de la monstruosité dans l'Antiquité. En ce qui concerne le Moyen-Âge, pendant la troisième séance, on a exploré un peu la piste offerte. On a commencé par Isidore de Séville et son encyclopédie, et son intérêt pour les monstres comme entité contre nature. Et aussi la discussion était faite autour de la relation du concept de contre-naturel avec la conception de la création du monde, l'héritage judéo-chrétien, le merveilleux, qui est quelque chose de très important dans la médiévale, à travers la figure de Mélusine. Une nouveauté que Isidore lègue au Moyen-Âge, c'est la catégorie très intéressante des monstres de la littérature, qui pour Isidore étaient des monstres de la mythologie païenne. Donc on a aussi discuté sur les rapports des hiérarchies païennes et divines des êtres et de leur transformation. Bon, puis on a passé en fait au XVIIIe siècle et bon, je laisse la parole à Markéta qui va nous présenter quelque chose sur ça. Et puis, bon. Alors, dans notre atelier, nous avons vu généralement trois possibilités de saisir l'idée de la monstruosité chez Sade. Premièrement, c'est Sade même comme le monstre. Deuxièmement, le terme monstre dans ce livre. Et troisièmement, la monstruosité dans ce livre comme nous la comprenons. Alors, la troisième compréhension a été la plus intéressante pour nous. Alors, je vais parler un peu sur ça. Les idées de Sade peuvent être comprises comme sa réaction et l'opposition aux idées mûres de lumière, mais à la fois les libertins et libertines du marquis de Sade en ont besoin pour former un contraste. Alors, comment ça paraît? Premièrement, ce sont les libertins eux-mêmes qui sont monstrueux. Les libertins et libertines se comportent monstrueusement, même dans leur vie quotidienne. Alors, par exemple, leur nourriture est spéciale. Ils organisent des banquets opulents et enfin et surtout, comme tout le monde sait, ils mangent des excréments. Puis ils sont dégoûtants à voir. Les anomalies physiques de leur corps correspondent à leurs caprices sexuels et ça les a aussi décrits de manière vivante. Au contraire, les gens qui sont vus comme beaux sont décrits par le mot très, très généreux. Deuxièmement, et peut-être avant tout, la
la pensée des libertins est monstrueuse. Ils acceptent la violence dans tous les cas, même si ce sont eux-mêmes qui souffrent. Et les maximes suprêmes du libertinage sont la violence et le mal éternel. Alors, finalement, la monstruosité vraie ne consiste pas au crime de la passion, mais au désir de causer du mal tout le temps et de ne rien sentir. Pour conclure, je pense que aujourd'hui nous sommes assez habitués à la représentation de la violence et la sexualité violente et soi-disant déviante, mais ce qui est scandaleux dans l'œuvre de Sade, c'est sa rationalité curieuse, la technique combinatoire que Sade a utilisée et la quantité énorme de ce texte. Merci. Bon, c'est-à-dire tout simplement, pour résumer un tout petit peu, on a conclu que finalement la monstruosité sadienne comme emblème des limites des Lumières montre sa différence foncière avec la conception des monstres médiévaux. Tout d'abord, il s'agit d'un passage du dehors au dedans, puis deuxièmement du dérèglement des fonctions physiologiques et des conventions sociales. Donc, c'est le monstre en tant qu'en fait social. Puis, on a vu en fait, c'est-à-dire on a établi tout simplement l'existence de la transgression qui transforme en fait le libertinage en un fait de langage, bien sûr dans le cadre de l'excès. Et quatrièmement, c'était que tout simplement, ce qui n'est pas visible, finalement, est plus effrayant que ce qui est visible. C'est-à-dire, c'est bien sûr, cela renvoie à la problématique du sublime. Donc, c'est-à-dire, tout simplement, cette séance sur Sade nous a permis de conclure que finalement, si le monstre médiéval est né d'une certaine façon de la contrainte, le monstre de la modernité, finalement, naît de la liberté. La quatrième séance a été en fait dédiée à l'autre et un monstre, c'est-à-dire le monstrueux au XIXe siècle. On a, bon, je lis la petite partie étant donné que la collègue a dû s'en aller. Bon, le monstre en fait est le désenchantement du monde, c'est-à-dire les chants de Maldoror déploient la figure du monstre à travers les métamorphoses du Maldoror même, combinant le végétal, l'animal et l'humain, s'imprégnant bien sûr du romantisme, c'est-à-dire la littérature onirique, Nerval, bien sûr on peut y mentionner aussi les Allemands, Hölderlin, etc., dans les deux sens. Dans le sens moral, il y a la problématique religieuse et en fait un sens physique, voire scientifique, qui lie finalement la problématique du monstre à l'anatomie et à la médecine. Tout simplement, la conclusion était que les monstres prémodernes sont liés finalement au non-savoir et les monstres modernes sont liés au savoir comme l'ensu du savoir. Puis nous allons revenir vers la problématisation en fait du rôle. On a revenu finalement sur la problématisation du rôle de la médecine au XIXe siècle. Et puis je passe en fait. Donc, lors de notre dernière séance, nous avons parlé de la monstruosité victorienne, traitée à partir des deux cas probants, Elephant Man de David Lynch et Vénus Noire d'Abdelatif Kechiche. Dans les deux cas, il s'agit d'une adaptation cinématographique d'une histoire vraie, en l'occurrence celle d'un être atteint des difformités physiques et qui fut exhibé devant la société londonienne et parisienne de la première moitié du XIXe siècle en tant qu'objet de curiosité et une véritable bête de foire. Notant que les récits de leur vie ont été fournis par les médecins et non les intéressés eux-mêmes, en conséquence, ce qui en apparaît, c'est d'abord la médicalisation du regard porté qui s'inscrit dans une perspective scientifique de l'époque, elle-même sujette à des théorisations empreintes des idées nouvellement émergées, notamment celles de la race et de la dégénérescence. En effet, nous avons mis en avant le lien entre, d'une part, la morale victorienne fondée sur le refoulement sexuel et l'autocensure de l'individu, et d'autre part, par la grande révolution scientifique engendrée par la découverte de l'évolution des espèces, les lois de l'hérédité
et l'anatomie comparée, c'est-à-dire du darwinisme, de la génétique et des procédures médicales modernes. Nous avons analysé l'apparition du sentiment d'angoisse face à la monstruosité comme expression du bouleversement métaphysique entraîné par les travaux portant sur l'inconscient. Ainsi, le monstre victorien nous a paru symptomatique de ce renversement consistant à considérer la menace de monstruosité comme faisant partie de l'intériorité d'individus. Et en outre, nous avons développé la question du regard à la fois colonial et genré, dont Joseph Merrick et Sarah Bartman furent les victimes, tout en inscrivant leur cas dans une perspective historique plus large, liée à la popularité des phénomènes de foire, freak show et l'esthétique décadente. Notre discussion s'est ensuite poursuivie. Ainsi, nous avons abordé l'articulation entre la culture de la mort au XIXe siècle et celle de l'époque postmoderne, notamment à travers les références faites aux écrits de Heidegger, de Blanchot et de Bauman. Et nous avons conclu donc, cette dernière séance en débouchant sur une réflexion consacrée à la sédimentation historique des mots qu'on emploie. Merci, voilà. Pour conclure, je peux dire deux mots, puisque non, il y a aucune le lien entre l'humain et l'inhumain n'est pas nécessaire. Il n'y a qu'une chose qui met en relation l'humain et l'inhumain, c'est l'histoire. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de écrire peut-être, mais pas écrire, de raconter un petit chapitre de cette histoire auquel appartient le problème, concept et les transformations des monstres à travers les âges. Merci.